Bonsoir tout le monde. Et je remercie infiniment Lavin Forcal de m'avoir associé à ce congrès. Et je suis honorée de vous présenter aujourd'hui un topo sur l'anaphylaxie et surtout comment gérer. Je suis Wissala Issaou, je suis anesthésiste réanimatrice pédiatre et je travaille au CHU de Casablanca. Du coup, je n'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation, même si des fois je vais citer des noms commerciaux. Et mes objectifs sont les suivants. Qu'est-ce qu'une anaphylaxie? Quelle est la prise en charge initiale? L'adresse, quelle dose, comment diluer et comment administrer? Quelles sont les modalités de surveillance? On surveille un patient qui a fait une anaphylaxie pendant combien de temps et au bout de combien de temps on le déclare sortant? Et avec quelle prescription de sortie? Du coup, l'anaphylaxie, c'est une réaction allergique aiguë, systémique, avec tout un spectre de manifestations cliniques qui menacent le pronostic vital. Et c'est pour cette raison que tout personnel soignant avec équipe médicale et paramédicale doit être bien formé, 1, à la reconnaissance et 2, à la prise en charge en extrême urgence. Je ne vous cache rien, on est dans un congrès d'allergologie et du coup tout tourne autour de la dégranulation mastocytaire. C'est le primum movens des réactions de l'anaphylaxie et cette dégranulation mastocytaire peut être IgE médiée dans la plupart des cas, comme elle peut être non IgE médiée et c'est ce qu'on observe le plus souvent avec les anaphylaxies médicamenteuses. Vous avez drugs ici en haut et aussi avec les anaphylaxies déclenchées à l'effort comme on avait vu avec la présentation précédente. Du coup, le mastocyte, élément phare dans l'anaphylaxie, parce qu'il sécrète à travers cette dégranulation un nombre important d'éléments et de médiateurs. Il n'y a pas que histamine et tryptase que nous connaissons tous. Mais il y a presque une trentaine de médiateurs d'inflammation. À savoir, ici, on va trouver une série d'interleukines, à savoir l'interleukine 4, l'interleukine 5, 6, 10, 13 et 33. On va retrouver aussi le TNF-alpha et également les prostaglandines. Tous ces médiateurs chimiques vont entraîner une réaction inflammatoire systémique et ce qui explique la variété des symptômes et la variété des manifestations cliniques. Maintenant, quels allergènes peuvent entraîner l'anaphylaxie et surtout, ce qui est important, quels allergènes peuvent entraîner une anaphylaxie mortelle? Du coup, on retrouve l'allergie alimentaire, médicamenteuse et les piqûres d'insectes. En alimentaire, les plus fréquemment retrouvés, c'est la cacahuète et les plus mortels, encore une fois, c'est la cacahuète. En médicamenteux, on retrouve principalement les antibiotiques et on retrouve aussi les curares. En matière d'allergènes mortels, surtout dans le contexte d'anesthésie-réanimation, on retrouve en premier les curares et en deuxième lieu les antibiotiques et principalement les pénicillines et les céphalosporines. En matière de piqûres d'insectes, on va retrouver ici que c'est responsable de 14% de fatalité. Maintenant, les manifestations cliniques, c'est tout un spectre. Et il faut savoir qu'il y a un spectre de manifestations cliniques qui se rapporte parfois à un allergène donné. À savoir, quand on a une allergie alimentaire, par exemple, on a principalement des manifestations respiratoires. Quand il s'agit d'une anaphylaxie d'origine médicamenteuse, les manifestations sont principalement circulatoires. Et quand il s'agit aussi de piqûres d'insectes ou de venin, les manifestations sont principalement circulatoires. Les allergies alimentaires vont se déclencher après un délai plus ou moins rapide, mais ils sont rapides, voire immédiates, quand il s'agit d'allergies d'origine médicamenteuse ou suite à des piqûres d'insectes. Maintenant, je vous rappelle un peu la physiopathologie de l'anaphylaxie sévère et vous vous rappelez de différents médiateurs que j'ai cités qui font suite à la dégranulation mastocytaire. Du coup, ces différents médiateurs vont entraîner une vasodilatation. Ce sont des médiateurs vasodilatateurs qui vont avoir comme conséquence une diminution du retour veineux. Cette diminution de retour veineux va entraîner une diminution du débit cardiaque et par conséquent une hypotension. Qui dit hypotension dit hypoperfusion d'organes et dit défaillance multiviscérale. Deuxième cas de figure, ces médiateurs d'inflammation vont être responsables d'une hyperperméabilité capillaire. Et du coup, il y a une extravasation des fluides vers le secteur interstitiel qui va expliquer l'œdème et qui va expliquer principalement l'œdème des voies aériennes supérieures responsables d'une hypoxie. Hypoxie et hypotension, ce sont deux associations délétères qui vont entraîner un état d'hypoperfusion de tous les organes, un état de manque d'oxygénation de tous les organes responsable d'un état de choc ou de défaillance multiviscérale.
Maintenant, que disent les recommandations? Il faut savoir que les dernières recommandations francophones que j'ai trouvées, en tout cas dans la littérature, datent de 2016. Mais depuis, les anglophones ont émis des recommandations et je vous ai mis ici les différentes sociétés savantes qui ont publié ces recommandations. En premier, on a l'EAACI, c'est la European Academy of Allergy and Clinical Immunology, qui a émis les recommandations sur l'anaphylaxie en 2021 qui sont publiées sur le journal Allergie. La World Allergy Organization a aussi publié les recommandations sur l'anaphylaxie en 2020 et les British, à travers leur publication dans la Resuscitation Council of United Kingdom, ont aussi émis leurs recommandations en 2021. Et on est bien content, toutes les recommandations se mettent d'accord sur la définition et surtout sur les critères diagnostiques de l'anaphylaxie. Et on va voir qu'il y a 3 cas de figure sur lesquels il faut évoquer une anaphylaxie. Premier cas de figure, c'est la survenue brutale de manifestations cutanéo-muqueuses, plus manifestations respiratoires ou plus manifestations cardio-circulatoires. C'est-à-dire la survenue brutale de manifestations cutanéo-muqueuses, à savoir urticaire, placard inflammatoire, le fait d'avoir envie de gratter un œdème de langue ou bien un œdème de lèvre, plus une symptomatologie respiratoire, c'est-à-dire dyspnée, stridor, wheezing, des sibilants à auscultation, c'est une anaphylaxie. Deuxième cas de figure, c'est la présence de ces manifestations cutanéo-muqueuses avec une chute brutale de la pression artérielle. C'est ce qui est montré sur la photo, ce qui va se manifester cliniquement si on n'a pas de mesure continue de la pression artérielle par un collapsus. Du coup, collapsus plus manifestation cutanéo-muqueuse, c'est une anaphylaxie. Deuxième cas de figure, qui est un critère diagnostique de l'anaphylaxie, c'est le fait d'associer après exposition d'un allergène de 2 des 4 tableaux suivants. Le premier, c'est les manifestations cutanéo-muqueuses qu'on vient de citer. Deuxième tableau, ce sont les manifestations respiratoires. Troisième tableau, c'est la chute brutale de la pression artérielle. Et quatrième tableau, c'est la survenue de symptomatologie gastro-intestinale. Du coup, le fait d'avoir 2 types de ces manifestations associées après une exposition d'un allergène connu ou probable est une anaphylaxie. Il faut insister sur le fait que c'est une anaphylaxie même en l'absence de signes cutanéo-muqueux et on cesse de rappeler aux gens que ça peut être une anaphylaxie en l'absence de toute manifestation cutanéo-muqueuse. Le troisième cas de figure, c'est la survenue d'une hypotension après exposition à un allergène probable ou connu. Et cette hypotension, elle peut être isolée et il faut poser le diagnostic d'anaphylaxie. Cette dernière est définie chez l'adulte par une chute de la pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure et chez l'enfant, ça dépend de son âge. Du coup, chez le nourrisson, à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 1 an, on parle d'hypotension quand la pression artérielle systolique est inférieure à 70 mm de mercure. Chez l'enfant, entre 1 an à 10 ans, on parle d'hypotension quand cette dernière, la pression artérielle systolique est inférieure à 70 mm de mercure, plus 2 fois l'âge en année. Et à partir de 11 ans, ça rejoint la définition de l'adulte, c'est-à-dire hypotension quand la pression artérielle systolique est inférieure à 90 mm de mercure. Maintenant, quelle conduite à tenir et quelle checklist avoir quand on pense à une anaphylaxie? Du coup, là, ce sont les recommandations européennes. Ils ont émis une checklist qui recommande de avec le patient, bien sûr, faire une éviction de l'allergène et, bien sûr, appeler de l'aide et administrer adré en intramusculaire. On va voir sur les diapos qui suivent que l'adré est la pierre angulaire de la prise en charge de l'anaphylaxie, que l'adré traite tous les symptômes de l'anaphylaxie et c'est la drogue à évoquer, c'est le médicament à évoquer en premier lieu quand on pense à l'anaphylaxie. Bien sûr, il y a d'autres mesures thérapeutiques, à savoir la position du patient et d'autres médicaments symptomatiques en fonction du tableau. C'est-à-dire, symptomatologie respiratoire, on fait des aérosols et symptomatologie, par exemple, circulatoire, on donne des remplissages vasculaires. Pour résumer, adré en intramusculaire, c'est vraiment la pierre angulaire du traitement et toutes les recommandations sont d'accord sur l'intérêt de l'adré en intramusculaire. Alerter, bien sûr, la position et on verra quelle position choisir pour un patient en anaphylaxie, les traitements symptomatiques, aérosol, remplissage vasculaire, oxygénothérapie et si ça ne s'améliore pas après 5 minutes, encore une fois, adré en intramusculaire. Du coup, adré en intramusculaire, quelle dose, quelle présentation et comment faire pour gérer les différentes catégories pédiatriques et adultes. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser l'adré
pur. Le 1 mg par 1 ml, c'est l'ampoule que vous connaissez, l'ampoule marron qui existe dans tous les services et dans toutes les REA, avec la particularité sur laquelle j'insiste, avec une seringue de 1 millilitre. Parce qu'on verra, toute l'ampoule comprend 1 millilitre. Et en fonction de ce qu'on va donner, il nous faut vraiment la seringue de 1 millilitre pour savoir quelle quantité de liquide il faut injecter en intramusculaire. Et en cas de non-présence de seringue de 1 millilitre, il y a la seringue d'insuline aussi qui peut faire l'affaire. Du coup, quelle dose? Adulte, c'est 500 microgrammes. Si on fait la conversion avec l'ampoule d'Adré, c'est la moitié de l'ampoule. C'est 0,5 millilitres de l'Adré pur, non dilué, qu'on a prélevé sur l'ampoule que nous connaissons tous, à injecter en intramusculaire. Quand il s'agit d'un enfant entre 6 à 12 ans, là, il faut injecter 0,3 millilitres. Et il n'y a que la seringue à insuline ou la seringue de 1 millilitre qui va permettre de donner avec précision les doses suivantes. 0,3 millilitres chez l'enfant de 6 à 12 ans, 0,15 millilitres chez l'enfant de 6 mois à 6 ans et 0,1 millilitre de la seringue chez l'enfant de moins de 6 mois. Maintenant, qu'en est-il si on n'est pas dans un secteur hospitalier ou on n'est pas dans notre cabinet, on est plutôt à l'extérieur et que le patient, par miracle, a ses stylos auto-injecteurs? Les recommandations disent qu'en secteur hospitalier ou dans un milieu de soins, cabinet, hôpital ou centre de soins, il faut administrer l'Adré en intramusculaire sur des ampoules. Si on est à l'extérieur, c'est là où on se fait aider par les stylos auto-injecteurs, ou si notre objectif, c'est d'éduquer le patient à s'auto-injecter l'Adré en intramusculaire. C'est l'occasion, s'il présente une réaction anaphylactique au cabinet et qu'il a son stylo auto-injecteur, c'est l'occasion qu'il s'auto-injecte avec l'Adré. Donc les recommandations sont claires là-dessus. Maintenant, quel stylo auto-injecteur pour quelle catégorie de patients, c'est-à-dire adultes et pédiatriques, et quelle catégorie de poids? Là, les recommandations ne sont pas toutes d'accord. C'est-à-dire, tous les Européens ont deux posologies. Ils ont le 150 microgrammes, tous les enfants de moins, les enfants qui pèsent moins de 25 à 30 kg, et le 300 microgrammes pour tous les enfants au-dessus. Ça, c'est pour les Européens. Maintenant, pour les British, ils ont un régime thérapeutique pour les stylos auto-injecteurs. Du coup, ils ont pour les moins de 6 mois des stylos auto-injecteurs à 100 microgrammes. 6 mois à 6 ans, des stylos auto-injecteurs à 150. Pour les enfants entre 300 et pour l'adulte, ils préconisent des stylos auto-injecteurs de c'est clair, c'est la face antérolatérale de la cuisse. Alors, il a été démontré que le fait d'injecter sur la face antérolatérale de la cuisse, ça permet une disponibilité plus rapide et plus efficace avec des concentrations plasmatiques plus importantes que si on injecte dans le deltoïde. Du coup, ce qui est recommandé en intramusculaire sur la face antérolatérale de la cuisse. Maintenant, si le patient a une voie veineuse périphérique, je fais quoi? Et si je suis réanimateur, urgentiste ou je travaille aux soins intensifs et je suis habilité à utiliser l'Adré en intraveineux. Dans ce cas de figure, je peux utiliser l'Adré en intraveineux et je vous montre ici les posologies qu'il faut connaître. C'est toujours multiplié par 10. Du coup, c'est 1 microgramme par kilo en intraveineux. Fois 10, c'est 10 microgrammes par kilo dans le muscle. Et fois 10, c'est 100 microgrammes par kilo quand j'utilise l'Adré en aérosol. Alors, pour injecter en intraveineux, je ne vous cache rien, on fait une double dilution pour avoir les petites posologies de 1 microgramme par kilo, surtout chez les enfants. Pour ça, il faut diluer dans une seringue de 10 pour avoir la concentration de 1 millilitre correspondant à 100 microgrammes. On prend un cc de cette seringue qu'on dilue encore une fois à 10 pour avoir la concentration de 1 millilitre correspondant à 10 microgrammes. Et c'est pour l'injection intraveineuse. Alors, quelle position choisir pour un patient en anaphylaxie? Il ne faut pas le laisser debout et il faut éviter tous les changements brutaux de position parce que ça a été associé à une mortalité supplémentaire. Si la symptomatologie est respiratoire, il faut le positionner en position demi-assise avec surélévation des jambes. S'il est en collapsus avec des manifestations cardiovasculaires, il faut l'installer en décubitus dorsal avec surélévation des jambes. Cas particulier de la femme enceinte, il faut la mettre en décubitus latéral gauche.
Alors, je vous mets ici un arbre décision. Il y en a pas mal qui sont publiés dans la littérature, mais ils se mettent tous d'accord sur l'adret en intramusculaire, sur la face antérolatérale de la cuisse, plus la position, plus des traitements symptomatiques en fonction du tableau qui est présenté par le patient. Ces traitements symptomatiques, s'il y a obstruction des voies aériennes supérieures, c'est l'aérosol d'adret. S'il y a symptomatologie respiratoire type sibilant bilatéraux, c'est la nébulisation de bêta-2 mimétique. Si les manifestations sont circulatoires, à savoir une hypotension, c'est le remplissage vasculaire avec du sérum salé physiologique à base de cristalloïdes à raison de 10 ml par kilo chez l'enfant et chez l'adulte aux alentours de 500 à 1000 ml par bolus. Maintenant, si ça ne s'améliore pas après la première injection, après toutes mes mesures symptomatiques, et que je fais la deuxième injection d'adret en intramusculaire, et les choses ne s'améliorent pas, là, on pose le diagnostic d'anaphylaxie réfractaire. Alors, anaphylaxie réfractaire, c'est toute anaphylaxie qui ne s'améliore pas après 2 doses d'adret en intramusculaire. Là, il faut appeler l'équipe de réa, ça dépend du secteur hospitalier où on est. Il faut aviser les réanimateurs et il faut aviser les réanimateurs surtout parce qu'on a besoin de démarrer la perfusion d'adret en intraveineux continu à la pousse seringue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure qu'on a un abord vasculaire efficace et ou un abord intra-osseux, et il faut commencer avec une expertise de réanimateur urgentiste ou des médecins qui travaillent en soins intensifs, l'adret en perfusion continue à raison de 0,1 microgramme par kilo par minute. Alors, ce qui est recommandé pour le choc anaphylaxique réfractaire, encore une fois, si ça ne répond pas à l'adret en continu, il faut rajouter un autre vasopresseur, à savoir la noradret par exemple. Alors, maintenant que la prise en charge en urgence a été assurée, quel dosage? Ce qui est recommandé maintenant dans la littérature, c'est la tryptase. La tryptase avec 2 valeurs. Une valeur que je vais appeler anaphylaxie et une valeur que je vais appeler base. C'est-à-dire que je dois m'assurer que cette augmentation de la tryptasémie est concomitante avec l'anaphylaxie et il ne s'agit pas d'une mastocytose avec une élévation de base de la tryptase. Pour ceci, premier dosage entre 30 minutes à 2 heures après le début des symptômes et une autre valeur de base qui doit être faite 24 heures après résolution de tous ces symptômes. Et comment traiter? On va passer à une anaphylaxie quand la valeur A, anaphylaxie, est supérieure ou égale à 1,2 fois la valeur de base plus 2 microgrammes par litre. Tout en sachant qu'il faut faire attention, une non-élévation de la tryptasémie n'élimine pas du tout une anaphylaxie. Alors, rôle des antihistaminiques, c'est un grand nom en phase aiguë. Ils ne sont pas du tout recommandés pour le traitement d'anaphylaxie. C'est l'adret qui est recommandé pour le traitement d'anaphylaxie. Ils ne sont pas du tout non plus recommandés pour prévenir une réaction biphasique, mais ils sont plutôt recommandés pour soulager les signes cutanéo-muqueux. Et j'ai trouvé une recommandation sur la cétirizine, qui est le Zyrtec, avec les régimes posologiques en fonction de l'âge. C'est quel que soit l'âge, c'est-à-dire de 0 âge à l'adulte. Corticoïdes, c'est un grand nom. Ils ne sont pas du tout recommandés pour le traitement d'anaphylaxie. Ils ne sont pas non plus recommandés pour prévenir les réactions biphasiques. J'arrive à la sortie du patient. Et du coup, ce patient-là, il faut le surveiller pendant 6 à 8 heures s'il avait une symptomatologie principalement respiratoire avant de déclarer sa sortie. S'il avait une symptomatologie cardiovasculaire avec une hypotension, il faut le surveiller entre 12 et 24 heures avant de déclarer la sortie. Cette sortie, elle doit obligatoirement s'accompagner d'une formation, une éducation du patient vis-à-vis de sa réaction, c'était une anaphylaxie, vis-à-vis de son facteur déclenchant et le fait que ça peut se reproduire dans l'avenir et du coup il faut obligatoirement lui prescrire 2 stylos auto-injecteurs et lui montrer comment les utiliser et l'adresser obligatoirement en consultation d'allergologie. Petite anecdote, c'est que ces patients-là qui sont déclarés sortants avec stylo auto-injecteur, on a fait une petite étude et on a trouvé que 78% de ces patients-là ne savent pas les utiliser. Du coup, ça ne sert à rien de leur donner des stylos auto-injecteurs s'ils ne sont pas capables de les déclencher. Et du coup, c'est très 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 important d'assurer la formation du patient, de son entourage à l'utilisation des stylos auto-injecteurs. Et là, la simulation joue un rôle très, très, très important dans ce domaine.
En dernier, et avant de terminer, qu'en est-il de notre contexte? On n'a pas les stylos auto-injecteurs, on est conscient de ça. Les recommandations ont aussi prévu ce cas de figure pour les pays qui n'en ont pas. Bien sûr, ils prévoient une stratégie pour améliorer l'accès à ces stylos auto-injecteurs, mais aussi ils recommandent que si on ne peut pas les avoir, on peut aussi prescrire aux patients des seringues d'adresse pré-remplies. Et là, je vous ai fait un exemple sans qu'il y ait de conflit d'intérêt. C'est le laboratoire Aguetan qui fait des seringues d'adresse pré-remplies. Mais il faut encore les prescrire avec l'aiguille et il faut montrer aux patients comment faire une injection intramusculaire. En dernier lieu, que nous réserve le futur? Peut-être le spray intranasal d'adresse, et il y a des publications là-dessus, sur lesquelles que quand on fait des sprays intranasaux d'adresse, on n'a pas les mêmes concentrations que l'injection intramusculaire, c'est-à-dire que les concentrations d'adresse en plasmatique sont plus basses en nasal qu'en intramusculaire, mais ça permet une augmentation de la pression artérielle systolique, et c'est ce qu'on cherche dans les réactions anaphylactiques. Et je vous remercie de votre attention.